Bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. En attendant que le ministre Jean-Noël Barrot nous rejoigne, je pense qu'on peut poser en fait les bases de notre discussion ce matin. Merci à toutes et tous de votre présence pour un sujet qui, lorsqu'on est maire, nous préoccupe à plus d'un titre. Je salue représentant de l'ARCEP, représentant d'Orange aussi. Notre débat, en fait, aura lieu en deux parties. Une première partie où nous laisserons largement la parole au ministre Jean-Noël Barrot, en faisant en sorte qu'il reste le maximum avec nous pour répondre à vos questions. Et puis une deuxième partie, sans doute, où nous approfondirons la question à la fois de la fibre, mais aussi du cuivre. Et donc, je vais vous en dire quelques mots. Je suis accompagné de Jacques Cornec, maire de Burgheim. Et je me présente à vous, Jacques Auberty, je suis maire d'Aiguevive dans le Lauragais, cela doit s'entendre un petit peu, et président de la communauté d'agglomération du Sicoval sud-est toulousain. Alors vous le savez, depuis plusieurs années, la France a décidé de relever le défi du très haut débit partout sur son territoire. Et lorsqu'on a dit partout sur son territoire, on commence déjà à se rendre compte des obstacles qu'il a fallu lever pour relever ce défi. Le très haut débit pour tous nos concitoyens, pour toutes nos entreprises, pour tous nos services publics ou au public. Et donc là aussi, vaste programme. Il a fallu donc prendre en considération l'hétérogénéité de notre territoire, la diversité, je dirais, mettre aussi sans doute la main à la poche à certains endroits, là où c'était peut-être le moins rentable, déjà une question aussi que nous nous sommes posées, et puis lever de très très nombreux obstacles. Et nous y reviendrons, et des obstacles même qui pour certains étaient insoupçonnables. Le maire, à ce moment-là, a été en première ligne, questionné par les entrepreneurs, questionné par les concitoyens qui voulaient aller très vite, le très haut débit tout de suite. C'était une question de survie. Nous étions avant la pandémie. La pandémie est passée par là. Un certain nombre de chantiers ont dû s'arrêter. Le télétravail est devenu quasiment la norme. Et au sortir de cette pandémie, eh bien, le très haut débit est devenu une question cruciale, une question de survie, nous disait-on. Bon, encore fallait-il le démontrer, mais pour autant, un élément incontournable d'aménagement de notre territoire. Et très rapidement ensuite, alors que des efforts conséquents ont été faits, s'est posée la question de notre capacité à maintenir deux réseaux, le cuivre et la fibre. Évidemment, la question a eu une réponse immédiate. Il fallait absolument procéder à la fermeture du cuivre, progressive, certes, avec une date en perspective. Alors on parle de décommissionnement, parce que c'est à la fois l'infra, mais aussi les usages, et donc qui font apparaître un certain nombre de questionnements pour l'avenir. Et c'est mon collègue Jacques Cornec qui les abordera. Pour autant, dans cette phase de fermeture du cuivre, le maire va se retrouver encore plus, sans doute au niveau local, la personne ressource. Imaginez un entrepreneur, encore que là j'en doute, mais surtout une famille, un concitoyen qui ne souhaite pas abandonner le cuivre, qui ne veut pas du très haut débit et qu'il va falloir convaincre dans la mesure où, de toute façon, tôt ou tard, le cuivre disparaîtra. On appellera le maire devra intervenir, il se retrouvera en première ligne. Là où, finalement, il avait été au chevet de celles et ceux qui souhaitaient le très haut débit tout de suite, il va se retrouver au chevet de celles et ceux qui ne le veulent pas, qui ne le voudront jamais. Imaginer comment le maire sera exposé. Et il faut évidemment se préparer à cette phase-là. C'est une phase délicate et qui nécessite bien évidemment de faire en sorte que l'arrivée de la fibre ait lieu partout pour convaincre les plus réticents de nos concitoyens. Bien des obstacles, là aussi, se lèvent devant nous et je cède volontiers la parole à Jacques Cornec pour qu'il nous présente ce défi. Voilà, merci à toutes et à tous. Bien. Merci, chers collègues, d'avoir introduit ce sujet qui nous préoccupe tous dans nos communes.
c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir la fibre devient un élément indispensable. Et pour avoir été dans quelques réunions, ou pour encourager les gens à passer à la fibre, puisque comme l'évoquait mon collègue, souvent les gens disent on n'en a pas besoin, ça marche déjà très bien pour mes besoins, ça suffit largement, mais la machine est en route et si d'ici 2030, ça sera la fin du cuivre. Donc ce qui va poser aussi un certain nombre de problèmes. Je parle tout juste des populations qui sont un peu plus éloignées de l'électronisme, qui vont, aujourd'hui le téléphone leur suffit très bien, le jour où ils vont passer à la fibre, ils vont se retrouver avec une petite box, modèle réduit par rapport à celle qui permet d'accéder à Internet. Et jusqu'à présent, quand il y avait des coupeurs de courant, ils avaient toujours le téléphone. Demain, quand il y aura la box, il n'y aura plus rien, à moins d'acheter des onduleurs. Et vous savez tous comment on fait avec les onduleurs. On le branche et tant que ça marche, on n'y touche pas. Et le jour où malheureusement il ne fonctionne plus, on va en acheter un autre. Et puis voilà, on crée de nouveau une économie parallèle. D'autre part, pour encourager les gens à passer à la fibre, lors d'une réunion, il y a un des opérateurs, et je ne vais pas le nommer, qui a avoué qu'il limite le débit volontairement pour encourager les gens à passer à la fibre. Alors, je n'ai pas de souci de ce côté-là. Il y en a un qui l'a avoué, les autres doivent également le faire. Je ne pense pas qu'ils fassent exception dans le paysage. D'autre part, l'impact pour accorder les gens à la fibre. Alors, c'est vrai que, voilà, vous avez chez tous les opérateurs, parce que la plupart, pour ne pas dire tous, ont des sous-traitants. Et alors, ça dépend du sous-traitant sur lequel vous tombez. Alors, pour l'avoir vécu avec un sous-traitant, il est arrivé bien après l'heure du rendez-vous. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est à sortir les mains des poches et à dire, écoutez, vous êtes la commune, vous êtes un professionnel, il faut que des professionnels le fassent. Alors je lui ai dit que la fibre qu'il va poser, ça sera la même pour nous que pour un professionnel. Alors je veux dire, j'ai un peu d'expérience dans le domaine. J'ai posé du réseau informatique filaire pendant 25 ans à l'université de Strasbourg, donc il ne faut pas trop me raconter des histoires. Et puis il est reparti, mais bon, pour en avoir vu d'autres qui sont revenus finalement, pour finir l'épisode, il est revenu. Je ne sais pas si c'était lui ou un autre. Il nous a branchés, impeccable. Simplement, la mairie, on n'avait plus de fibre. Donc là aussi, vous avez parmi les sous-traitants des gens sérieux. Alors là, bien. Puis vous en avez d'autres qui sont plutôt dans la catégorie amateur. Et qui font un peu tout et n'importe quoi. Dans d'autres immeubles, quand ils branchent quelqu'un, ils débranchent l'autre, ou ils piquent la jarretière optique parce qu'ils n'en ont pas, ils la mettent chez l'autre, et puis ensuite, c'est des histoires de ping-pong et des épisodes à rallonge. Donc tout ça, c'est important. Et ensuite, au niveau justement du raccordement, pour citer un autre exemple, et j'arrêterai avec celui-là, j'ai vu sur une maison, la fibre est arrivée au pignon, c'est descendu presque tout droit, sans gaine, sans rien, avec des petits cavaliers. Et à 50 cm du sol, virage à 90 degrés vers le côté gauche, et ensuite un petit trou dans la maison. Et puis c'est posé avec quelques cavaliers, aucune protection mécanique, n'importe qui passe, ne serait-ce qu'un enfant ou un véhicule qui frôle, la fibre, elle part. Donc voilà, je trouve que là, il y aurait encore beaucoup de progrès à faire au niveau des sous-traitants, déjà les surveiller. Et puis souvent, ce qui arrive, et ça j'en suis convaincu partout, l'intervenant est passé, il a branché sa fibre, et l'armoire, le SRO, le sous-répartiteur optique, reste porte ouverte à tout le monde. Et puis voilà, donc je me suis déjà retrouvé à fermer l'une ou l'autre fois ces armoires, parce que naturellement, eux, ils sont partis. Et puis quand il y a un problème, c'est le suivant qui va hériter de ça. Et puis on ne sait pas ce qui peut se passer. Déjà, il y a beaucoup de couleurs, ça peut tenter des gens. Et puis on se retrouve, les habitants pénalisés. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Premier réflexe qu'ont les habitants, comme pour beaucoup de domaines, ils vont voir la mairie, le maire, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai plus Internet, ça fait 1 heure que j'ai plus, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc on se retrouve un peu toujours devant, n'est-ce pas? Nous avons l'immense avantage d'être toujours devant, aux premières loges, et on ne sait pas toujours comment répondre. Pour ma part, je maîtrise un peu le sujet, mais nous ne sommes pas tous dans les mêmes professions, mais ça devient compliqué et nous sommes toujours en première ligne. Alors, pour continuer, le prochain intervenant, c'est le ministre. Pardon. Donc, je repasse la parole à mon collègue.
Merci Jacques. Oui, alors donc on attend le ministre d'une minute à l'autre, mais je vous propose quand même qu'on enchaîne. Le temps est précieux, votre temps est précieux, et donc il faut optimiser en fait notre rencontre. Aujourd'hui, nous avons un réel questionnement sur la couverture de notre territoire. Du retard a été pris à bien des endroits, quelles que soient les zones d'ailleurs. Ça n'est pas forcément uniquement en milieu rural, bien qu'on pourrait le penser, mais en milieu plus urbain, plus dense, c'est le cas aussi. Et évidemment, donc, il a été considéré que Orange, qui est en première ligne, vous le savez bien, sur cette question, devait sans doute réaliser un effort par rapport à des objectifs qui n'ont pas été tenus. Et bien évidemment, sous le contrôle de l'ARCEP, qui interviendra dans cette matinée, donc le ministre a souhaité dialoguer avec Orange pour voir dans quelle mesure nous pouvions tenter, alors non pas spécialement de rattraper le retard, mais évidemment d'éviter que celui-ci perdure et que nous puissions relever ce défi d'une couverture territoriale satisfaisante. Et je vais vous laisser la parole peut-être pour en dire quelques mots. Sur ce sujet de l'accord, donc. Alors je pense que le ministre en parlera, donc je vais essayer de ne pas dire de bêtises parce qu'il va parler après moi. Donc déjà, je suis Olivier Fritz, je travaille au secrétariat général d'Orange et je suis en charge de l'aménagement numérique des territoires avec les collectivités locales. Sur ce sujet, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu 2 jalons sur l'engagement L33, les jalons 2020 et les jalons 2022, et sur le jalon 2022 où il y a eu un accord avec le gouvernement. Un certain nombre d'engagements ont été pris qui remplacent les engagements qui ont été pris en 2022. Notamment, il y a un engagement de déploiement. Il y a 1 120 000 prises qui vont être déployées entre juillet 2023 et fin 2025, premièrement. Deuxièmement, il y a un deuxième engagement qui est un point de passage fin 2024, donc à mi-parcours, sur 55 EPCI qui étaient en retrait par rapport au taux de déploiement FTTH. Et ensuite, un engagement de ce qu'on appelle de RAD, de raccordement à la demande, qui permet à des locaux qui ne sont pas raccordables de pouvoir faire une demande à l'opérateur commercial pour qu'il y ait un processus qui se mette en place avec l'opérateur d'infrastructure Orange, donc sur la zone AMI, pour pouvoir rendre raccordable ce client. Donc ce processus-là, c'est aussi dans l'engagement à la fois de l'opérateur d'infrastructure Orange et à la fois par l'opérateur commercial Orange. Et puis, il y a d'autres engagements qui ont été pris. Pour le coup, c'est un engagement de courrier, indépendamment du jalon L33, qui consiste d'une part, sur la zone ZTD, un engagement de 300 000 locaux à déployer d'ici fin 2025, et un engagement aussi de tester ce mécanisme de RAD sur 2 communes en 2024, ZTD. Excusez-moi. Très bien. En fait, alors, je vais reprendre. L'accord sur la partie L33, c'est la zone AMI sur laquelle il y avait un engagement de jalon 2020-2022, et c'est des zones moyennement denses. Donc, c'est des engagements qui se substituent, les déploiements de 1 120 000 d'ici 2025, le rattrapage sur les 55 EPCI de 140 000 logements et la mise en place des raccordements à la demande, côté opérateur infra Orange en zone AMI et opérateur commercial Orange, c'est pour la zone AMI. Il y a d'autres engagements qui ont été pris en dehors de la zone AMI, sur la zone très dense, donc un peu plus de 110 communes les plus denses en France, je n'ai plus le chiffre exact des 106, merci. Et pour ces communes-là, en zone très dense, il y a un engagement aussi de déploiement, de faire 300 000 logements d'ici fin 2025, et un engagement sur 2 de ces communes de tester le raccordement à la demande, spécifiquement donc 2 communes de zone ZTD. Voilà. Peut-être pouvez-vous nous parler de donc la question du décommissionnement du cuivre avec le rôle majeur. Ouais, alors, ce que je peux commencer à faire, et puis je m'arrêterai, c'est que sur la partie du décommissionnement du cuivre,
j'avais 3 sujets dont je voulais vous parler. Je vais essayer de passer de premier sujet avant que le ministre arrive, qui était de rappeler pourquoi Orange avait décidé cette fermeture du cuivre, ce qui est le premier point, qui est le prérequis. Donc il faut savoir que les usages Internet demandent de plus en plus de débit. Et en effet, la période du Covid a accéléré ces usages. Pour vous donner 2 exemples, aujourd'hui, le trafic Internet, à 60%, c'est du streaming vidéo, c'est de la vidéo. Et ce trafic Internet, il augmente de 25% tous les ans. C'est-à-dire que tous les 3 ans, ce trafic Internet, il double. Avec ces usages, il y a de moins en moins de clients sur le réseau cuivre. On a eu une baisse de 18% en 2022 du nombre de clients sur le cuivre, et c'est un taux qui s'accélère chaque année. Donc il est probable, alors je n'ai pas le chiffre, mais sur 2023, on aurait une baisse de 19 ou de 20% sur le réseau cuivre. Alors tout ça, bien évidemment, ça a été possible grâce au succès du plan très haut débit, grâce à toute la fibre qui a été déployée, et aujourd'hui, on est quasiment à 37 millions de fibres raccordables, de locaux raccordables à la fibre. Donc au final, on a de plus en plus de clients sur la fibre, et il ne serait pas envisageable de conserver le réseau cuivre au-delà de 2030 pour des raisons environnementales, pour des raisons opérationnelles et pour des raisons financières. Alors environnementales, parce que le réseau cuivre, il consomme 3 à 4 fois plus d'énergie par client que le réseau fibre, c'est un gros impact. D'un point de vue opérationnel, parce que l'exploitation de ce réseau cuivre, au-delà de 2030, c'est un réseau qui est vieillissant, deviendrait compliqué. Et puis, d'un point de vue financier, bien évidemment, parce que 2 réseaux à exploiter, c'est beaucoup plus coûteux qu'un seul réseau. Donc, pour ces raisons-là, il y a eu la décision de fermer le cuivre d'ici 2030. Donc, je vais continuer pour le coup. Voilà, maintenant pour... Il est coincé, il participe, il échange au stand Orange. Très bien. Alors, l'ESU, le service universel, s'est arrêté fin 2020. Donc, Orange n'a plus d'engagement sur le service universel. Et donc, aujourd'hui, il y a simplement, en fonction de la situation, typiquement quand il y a un immeuble neuf, qui est que lorsque cet immeuble n'est pas éligible à la fibre, il n'y a pas de PM et pas d'équipement fibre, dans ce cas-là, il y a un engagement d'Orange de pouvoir raccorder cet immeuble au cuivre. Mais bien évidemment, lorsque la fibre est disponible, dans une logique où c'est l'opérateur d'infrastructure fibre qui a la responsabilité de réaliser les travaux pour pouvoir résoudre les filières. Quand on veut fermer le cuivre, il y a différents mécanismes. Il n'est pas pertinent de pouvoir rajouter du cuivre quand on est dans une logique de fermeture du cuivre. Je vais vous donner quelques éléments maintenant sur ce qu'on a mis en place pour le plan de fermeture. Donc, il a été mis en place en 2021. Ce plan, on peut le qualifier d'ambitieux et de progressif. Alors, bien évidemment, il est en cohérence avec le plan France Très Haut Débit et la généralisation de la fibre fin 2025. Et il se compose de 2 phases. Il y a une phase qu'on appelle de transition entre 2020 et 2025 et une phase de fermeture entre 2026 et 2030. La phase de transition entre 2020 et 2025, c'est une phase d'apprentissage, d'expérimentation, de test où on apprend. Et cette phase, elle est composée de 3 expérimentations. Il y avait quelques communes sur ces 3 expérimentations et des 2 lots de fermeture de collectivités. Alors pour être un peu plus précis, les 3 expérimentations, il y en a 2 qui sont terminées. Ça représente 7 communes. Et donc dans ces 7 communes-là, il n'y a plus de cuivre. La commune, que ce soit les particuliers, les entreprises dans ces communes, ne fonctionnent plus avec le cuivre. Donc ces 2 expérimentations sont terminées. Il y a une expérimentation en cours qui finira en 2025, qui est une expérimentation zone très dense, avec la commune de Vanves et un quartier de l'hypercentre de Rennes. Donc cette expérimentation est encore en cours. Et dans la phase de transition, je parlais qu'il y avait 2 lots, le lot 1 et le lot 2. Ces 2 lots ont été lancés en 2022 et 2023 et fermeront en janvier 2025 et janvier 2026. Donc ça, c'est pour la composante de la phase de partage entre 2020 et 2025. Ensuite, il y a la deuxième phase, entre 2026 et 2030. C'est la phase de fermeture, d'industrialisation, de montée en compétences. Et cette phase, elle est composée de 5 lots. Le lot 3, qui va être lancé dans les prochaines semaines, et les lots 4, 5, 6 et 7, qui vont être lancés en 2024, 2025, 2026 et 2027. Alors pour bien comprendre, un lot, il est composé de communes, d'un ensemble de communes, et lorsqu'une commune rentre dans un lot, il y a un processus de 3 ans qui fait qu'à l'issue de ces 3 ans,
qui est la fermeture technique réelle. Et pour donner un autre élément, il y a une montée en puissance sur les 7 lots. On a un premier lot qui est composé de 162 communes. C'est la première marche. Le deuxième lot, la marche est plus haute. Il y a 829 communes. Et ainsi de suite avec les lots 3, 4, 5, 6, 7. À chaque fois, la marche est plus haute. Et à la fin, on finit avec des lots où il y aura plusieurs milliers de communes dans le lot et plus de 10 millions de locaux dans le lot. Donc il y a bien une montée en puissance des locaux sur la phase des 2025-2030. Un autre élément que je peux donner dans cette phase de 3 ans, entre le moment où on identifie une commune et le moment où on ferme, il y a 2 jalons réglementaires. Je ne sais pas si Ghislain comptait en parler ou pas, mais il y a 2 jalons réglementaires. Il y a le jalon de fermeture technique. Donc ça, c'est à l'issue des 3 années. On ferme le cuivre, on coupe le cuivre. Et il y a un jalon qui est de fermeture commerciale. Donc la fermeture commerciale nationale sera en janvier 2026. Donc pour les lots qui sont lancés avant, il y a une fermeture commerciale qui est 1 an avant la fermeture technique. Et cette fermeture commerciale, c'est quoi? C'est le fait d'arrêter de commercialiser le cuivre. On n'aura plus de commercialisation au cuivre, ce qui veut dire qu'on a les solutions, notamment le déploiement fibre et les offres, pour pouvoir commercialiser des offres en substitution du cuivre. Donc voilà la mécanique qu'on a sur le plan. Je peux rajouter que ce plan, ce n'est pas le plan d'Orange. Orange tout seul, il n'arrivera pas à fermer le cuivre. C'est un enjeu qui est collectif, qui implique tout l'écosystème et les parties prenantes. Donc dans cet écosystème, il y a bien évidemment l'ARCEP, il y a l'État et les services de l'État en centralisé et en décentralisé, il y a les opérateurs FTTH, il y a les opérateurs commerciaux, il y a bien évidemment les clients qui doivent faire la bascule, et puis il y a aussi les collectivités, les EPCI, départements, régions, associations d'élus, qui sont aussi parties prenantes pour pouvoir accompagner leurs administrés et pouvoir assurer aussi, suivre le déroulé de la fermeture du cuivre. Donc voilà un peu les éléments que je voulais donner sur le plan de fermeture de cuivre. Et le troisième sujet que je voulais partager avec vous, c'est un focus sur la partie collectivité et élus. Le premier point, aujourd'hui, le lot 1, 2 et 3 qui sont enfin, le lot 1 et 2 lancés, le lot 3 qui va être lancé, ça représente moins de 10% dans les communes. Donc aujourd'hui, j'imagine que dans la salle, il y a des personnes qui sont dans des communes qui ne sont pas concernées par la fermeture du cuivre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à court terme ou à moyen terme, toutes les communes vont être identifiées pour rentrer dans le process de fermeture du cuivre. Au plus tard en 2027, avec le lot numéro 7, au plus tard, toutes les communes auraient été embarquées, soit avec le lot 4 de 2024, 5, 6, 7, mais c'est quelque chose qui va arriver, c'est lancé. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on a constitué le plan de fermeture, on a eu tout de suite conscience du rôle particulier des élus, de la relation de proximité que vous aviez avec les administrés, et on a mis en place une gouvernance spécifique, particulière. On a mis en place des réunions de suivi et périodiques entre la collectivité, l'opérateur fibre qui déploie dans la zone et l'opérateur cuivre Orange. Et ces réunions, elles permettent des échanges. Elles permettent des échanges entre la collectivité et les opérateurs pour avoir un suivi du projet FTTH, du déploiement FTTH, et un suivi du processus de déploiement. Donc ça, c'est extrêmement important dans la relation des collectivités, et on a mis cette gouvernance en place spécialement pour ça. En parallèle de ces réunions périodiques, il y a aussi, on s'appuie sur des réunions existantes, des comités qui sont pilotés par les préfectures. Il y a le comité au niveau départemental, les comités de concertation, et les comités régionaux au niveau les CRSN au niveau régional, donc, qui permettent d'avoir aussi un suivi à la maille départementale et régionale de l'avancement du projet, et aussi de partager. Et cette gouvernance qui est à la fois opérationnelle et institutionnelle, elle permet d'avoir une très bonne compréhension de ce qui se passe sur le terrain, de partager et d'avoir un alignement entre les collectivités, les départements, les régions, les opérateurs. Donc c'est extrêmement important. Le deuxième point qui est aussi important à noter, au-delà et en parallèle de ces réunions qui sont mises en place, c'est la nécessité d'information et d'accompagnement des élus. Donc il y a un travail extrêmement important qui a été réalisé par l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème, y compris l'AMF, pour créer des documents d'accompagnement à disposition des élus
et du grand public. Ces informations, elles sont disponibles sur le site internet de la Fédération française des télécoms, la FFT, et c'est tout un guide pédagogique de kits de communication, de plaquettes, dont certaines à destination du grand public qui ont là Marianne, donc qui donnent du poids à l'information qui est donnée, qui permettent de donner du sens à la fois aux collectivités et qui permet aussi aux collectivités de pouvoir accompagner leurs administrés dans le processus de fermeture du cuivre. Et à ce sujet, en termes d'information, je voudrais aussi saluer le travail du gouvernement qui était réalisé. Alors, je pense aussi que le ministre en parlera, je parle avant lui, j'en suis désolé, du site internet qui a été mis en place, trèshautdébit.com, depuis 15 jours, qui est un excellent site et qui permet, en fonction de qui vous êtes, si vous êtes des élus, si vous êtes une administration, une collectivité, si vous êtes une entreprise ou un particulier, d'avoir des pages dédiées pour répondre aux questions que vous avez et pouvoir vous accompagner. Donc c'est très complémentaire au guide pédagogique de la Fédération française des télécoms et il est maintenant disponible. Voilà, donc ces documents, ils sont d'accompagnement, ces réunions. Dès qu'une commune rentre dans un lot de fermeture, ces réunions se mettent en place, ces documents sont disponibles, il y a tout un accompagnement des élus, de vous et de vos administrés. Et en conclusion, il y a 2 messages que je veux passer. C'est que premièrement, le plan est lancé, c'est une réalité. Il va continuer à progresser et à grandir avec les différents lots qui vont être lancés chaque année, de 2024 jusqu'à 2027. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et le deuxième message, c'est que bien évidemment, on va continuer à accompagner l'écosystème et notamment à accompagner les élus parce qu'on est convaincu que les élus auront un rôle clé dans la réussite de ce projet de fermeture de cuivre. Voilà, merci. Alors, il y a le guide pédagogique qui est sur le site de la Fédération française des télécoms et le site internet de l'État qui a été mis en service, c'est trèshautdébit.gouv.fr. Et justement, sur le site trèshautdébit.gouv, il y a les liens et les relais vers les kits pédagogiques du site de la Fédération française des télécoms. Donc voilà, il est très bien conçu, ça permet d'avoir une très bonne lecture et de pouvoir rebondir sur l'ensemble des documents disponibles. Alors justement, sur cette question, je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, très bien. Sur cette question, vous aurez à la sortie de cette salle une page avec un certain nombre de références qui vous permettront d'aller effectuer les recherches, donc j'espère, qui correspondront à vos besoins. Alors un élément important qui a été cité, dans chacun de vos départements, une commission départementale doit être aujourd'hui en place sous la responsabilité du préfet, généralement gérée par un sous-préfet. Commission donc, à laquelle participe l'Association des maires de France, donc l'association départementale. Et donc n'hésitez pas soit à solliciter les services de l'État pour éventuellement faire valoir les difficultés que vous rencontrez, soit éventuellement passer par l'association d'élus qui se fera un plaisir de vous accompagner dans votre démarche et de relayer évidemment vos requêtes donc pour y remédier. Alors nous avons eu présentation donc, par Orange. Je propose de passer la parole au représentant de l'ARCEP sur cette question du décommissionnement du cuivre. J'ai 2 minutes. Alors, peut-être que je reprendrai la parole après. Merci de m'avoir invité à nouveau. J'étais déjà là l'année dernière pour parler de ce sujet et on voit que c'est un sujet qui de toute façon va perdurer un petit moment. Alors, je suis Gisle, je suis le directeur adjoint de la régulation des réseaux fixes à l'ARCEP, le régulateur des télécoms. Et donc, ce régulateur des télécoms, dans ce sujet de fermeture du cuivre, quel est son rôle ? Son rôle, c'est de poser le cadre, c'est de fixer les règles du jeu, et puis autant que faire se peut, s'assurer qu'elles soient respectées. Alors, pourquoi on peut faire ça ? Sur quel fondement ? Eh bien, pour au moins 2 raisons. D'abord, la fermeture du cuivre, c'est un moment particulier, singulier, à la fois d'un point de vue technique, ça a été dit, on est en train de basculer d'un réseau capillaire qui allait chez tout le monde vers une autre infrastructure de référence, la fibre. D'un point de vue économique,
c'est tout à fait particulier aussi. On est à un moment où cette bascule pose des questions, peut poser des questions concurrentielles, peut poser des risques concurrentiels qu'il faut effectivement maîtriser parce que effectivement Orange est dans une situation particulière où il possède un certain nombre d'informations, prend un certain nombre de décisions, notamment en termes de calendrier, et donc ça impose de poser un cadre d'accompagnement de cette fermeture. Parce qu'Orange n'est pas un opérateur comme les autres, c'est un opérateur qui, au terme de la régulation, est puissant et donc qui se voit imposer un certain nombre d'obligations. Alors, sur la fermeture du cuivre, peut-être que j'ai le temps de dire quelles sont au moins les 4 familles d'obligations, de conditions que le cadre a posées dès 2020 pour la fermeture. Il y en a beaucoup, je pourrais en donner davantage, mais je pense qu'on peut les résumer en 4 points. La première, et c'est fondamental, c'est d'abord pas de fermeture du cuivre si le réseau FTTH n'est pas là, si le réseau FTTH n'est pas complet et déployé dans la commune, puisque le choix a été fait par Orange de prendre la maille de la commune pour la fermeture. Deuxième condition, il faut que sur ces réseaux, dès lors qu'ils sont là, il y ait des services, c'est-à-dire que les opérateurs commerciaux, ceux que vous connaissez, aient eu le temps, soient présents ou aient eu le temps d'être présents pour proposer leurs services. Et alors ça vise à la fois les particuliers, vous, moi, mais aussi d'autres publics, comme par exemple les entreprises. Troisième condition importante, c'est la prévenance. Orange maîtrise le calendrier de fermeture du cuivre et donc on a imposé de façon assez forte des mécanismes de prévenance pour que Orange en fait donne à voir son calendrier, prévienne. Typiquement, on a évoqué les 3 ans avant la fermeture commerciale, le moment où on arrête de vendre des accès, et puis les 3 ans avant la fermeture technique, ce moment où on ferme le cuivre, où celui-ci ne fonctionne plus. Et donc ces délais de prévenance sont importants, ils permettent de savoir où est-ce que la fermeture va intervenir. D'abord pour les opérateurs, mais aussi pour vous, nous, les collectivités dans l'intervalle. Et puis enfin, une obligation de transparence. La fermeture du cuivre, c'est beaucoup un sujet de données. Et donc on impose à Orange de rassembler un certain nombre de données et de les partager avec les tiers. Donc des données sur l'état de déploiement des réseaux FTTH pour s'apercevoir si oui ou non les conditions de fermeture vont être réunies. Des données sur l'état de présence des offres, des données sur éventuellement l'état du réseau cuivre pour là aussi anticiper un certain nombre d'accompagnements, j'y reviendrai. Voilà, donc ça c'est les grandes conditions. Maintenant, tu l'as dit Olivier, on rentre dans le dur. C'est-à-dire qu'on est à un moment là aujourd'hui où les expérimentations sont globalement terminées. On va rentrer dans la phase que vous avez appelée transition, qui est une phase importante, qui est une phase encore d'apprentissage, où nous, on pense, côté régulateur, qu'il y aura encore peut-être des ajustements à imprimer au plan de fermeture d'Orange, qu'il y aura encore matière à faire des ajustements collectivement. Donc cette transition va durer jusqu'en 2025, moment où va commencer vraiment la fermeture plus industrielle. C'est donc un processus ensuite qui va se dérouler jusqu'en 2030. Et je trouvais ça intéressant peut-être du coup de pointer, en prenant un peu de recul, peut-être un certain nombre de facteurs de succès qui, selon nous, vont ou doivent contribuer en fait à la réussite du plan de fermeture d'Orange. J'en ai distingué 4, donc ils ne sont pas tous de la même importance. Mais le premier, ça a été évoqué, c'est jouer collectif. La fermeture du réseau cuivre d'Orange, c'est l'affaire d'Orange, mais ce n'est pas que l'affaire d'Orange. Et donc elle va impliquer, et pour que ça marche, elle va devoir impliquer de façon efficace un certain nombre d'acteurs. Ça a été dit. Je ne vais pas être trop long. Les opérateurs d'infrastructure, pourquoi ? Parce que Orange n'est pas le seul à déployer le FTTH en France. Il y a d'autres opérateurs. Et donc, pour qu'on ait du FTTH, il faut que les opérateurs d'infrastructure aient fait leur job, si vous me permettez cette expression. Les opérateurs commerciaux, c'est-à-dire ceux que vous connaissez, ceux qui vous vendent des abonnements, ils ont leur rôle à jouer aussi. D'abord pour faire de la qualité, faire des connexions de qualité qui vous permettent de vraiment bénéficier d'un réseau FTTH qui vous satisfait. Et puis aussi, c'est eux qui ont la relation avec vous. Donc, ils ont un rôle important aussi en termes d'accompagnement et de capacité à faire en sorte que les gens, finalement, aient tous basculé vers la fibre. Les pouvoirs publics, ça a été dit. L'État, bien sûr, qui est représenté ici, et Monsieur le ministre va nous rejoindre dans un instant. L'État aussi au niveau local. On a parlé des commissions de concertation. Les collectivités territoriales et les communes singulièrement, qui d'une façon ou d'une autre, que vous le vouliez ou non, on le sait, vont être au premier rang
dans cette mécanique de fermeture. Et puis les utilisateurs. Pourquoi les utilisateurs? Le grand public, bien sûr, mais aussi certains utilisateurs, je voulais le souligner, peuvent contribuer à la fermeture du cuivre. Je pense notamment à un certain nombre d'entreprises, de services publics, d'utilisateurs de réseaux d'infrastructures, électricité, etc., qui vont avoir la nécessité d'anticiper cette fermeture, sans quoi on va se mettre en difficulté sur ces services. Mais in fine, jouer collectif, certainement. Mais le premier opérateur qui est au premier rang et qui déroule son plan de fermeture, c'est Orange. Et ce plan langage, ce plan lui incombe en termes de responsabilité. Et donc, je n'oublie pas la responsabilité première d'Orange, que moi, j'ai envie de décliner au moins de deux façons. C'est évidemment la gouvernance, ça a été dit. Mais c'est aussi le pilotage opérationnel de ce plan, c'est-à-dire le quotidien, l'application des obligations qu'on a fixées. C'est typiquement, je parlais des données, voilà, c'est rassembler des données de manière efficace, les partager de manière diligente. C'est aussi une capacité d'adaptation, c'est une capacité d'écoute, c'est une capacité finalement à faire fonctionner au quotidien cette fermeture. Deuxième condition de succès, selon moi, c'est la communication. Je serai plus rapide. Évidemment, cette immense aventure de la fermeture du cuivre, il va falloir qu'elle soit accompagnée avec des outils de communication adaptés. C'est une affaire d'opérateurs, beaucoup. C'est une affaire aussi de personnes publiques. Ça va monter en puissance, on le pense. Nous, on fait notre part. On a mis à disposition sur notre site un certain nombre de facs déjà et d'outils pédagogiques. D'ailleurs, je salue l'action de Valentin Munier qui, au travers de l'unité collectivité à l'ARCEP, met à disposition des collectivités un certain nombre d'outils pour accompagner la fermeture du cuivre et puis anime un certain nombre de webinaires. N'hésitez pas, on a une unité qui est dédiée aux collectivités depuis plus de 15 ans à l'ARCEP. Donc la communication. Troisième facteur de succès selon nous, ou en tout cas qui doit contribuer au succès, c'est l'accompagnement d'un certain nombre de publics spécifiques. Alors j'ai parlé d'un certain nombre d'industries de réseau tout à l'heure, mais je pense surtout au public qui pourrait être un peu éloigné du numérique, des publics qui vont avoir besoin d'un accompagnement dédié et sur lesquels il va falloir faire de la politique publique d'accompagnement, parce que expliquer à ma grand-mère qui se satisfait très bien aujourd'hui d'un téléphone à cadran, que demain il va falloir brancher un truc et s'assurer que celui-ci fonctionne, ça va nécessiter parfois des actions particulières. Il n'y a pas que celle des opérateurs, il y aura peut-être sans doute des politiques publiques, mais on a ce facteur de succès. J'ai presque terminé. Le quatrième facteur de succès, selon moi, ça va être, et je voulais terminer par là parce que c'est à mon avis le plus important, la fermeture du cuivre, son succès, ce sera celui du déploiement des réseaux FTTH. Les deux logiques sont intimement liées. On n'aura pas de succès de la fermeture du cuivre si on n'a pas de succès du FTTH. Et donc si je déroule ça, c'est évidence, je peux au moins dire trois choses. D'abord, il faut finir les déploiements. On n'y est pas. On n'y est pas. Si on veut fermer aujourd'hui le réseau de cuivre selon le calendrier d'Orange, il faut finir les déploiements. Donc je pense que Monsieur le ministre va y revenir parce qu'on a un certain nombre de sujets avec Orange, notamment de ce point de vue-là, mais il n'y a pas que Orange qui est concerné par finir ces déploiements, mais c'est au cœur de la machinerie des conditions pour faire le cuivre, c'est avoir un réseau FTTH qui est déployé. Deuxième chose, quand je parle de FTTH, c'est de qualité. Il faut avoir un réseau FTTH qui est là et qui fonctionne bien. Donc évidemment, on savait que c'est un des chantiers qui occupe particulièrement le régulateur, cette question de la qualité de service sur le réseau FTTH. Et enfin, c'est les raccordements. Il faut avoir un réseau FTTH qui est là, qui fonctionne bien, mais aussi réussir à faire tous les raccordements. On sait qu'on a des sujets là aussi qui doivent encore être traités sur un certain nombre de raccordements complexes, sur des problématiques économiques de ces raccordements. On a aussi des questions qui peuvent se poser pour les particuliers, qui se voient parfois faire face à un certain nombre de frais pour avoir un raccordement chez eux. Et donc ça, c'est des questions qui sont devant nous. Voilà, j'ai terminé. J'ai essayé d'être le plus court possible. En fait, si je devais conclure par une phrase, je dirais que l'ARCEP, en fait, dans ce chantier de fermeture du cuivre, veille à ce que la fermeture, dans son rythme et dans ses modalités, préserve l'intérêt de tous les utilisateurs, c'est-à-dire à la fois les particuliers et les entreprises, et autant que possible se fasse en garantissant une concurrence loyale et effective entre les opérateurs au service des utilisateurs. Merci.
tout juste pour compléter par rapport à l'exemple qu'a donné l'ARCEP par rapport aux grands-parents qui sont un peu loin, c'est vrai que les raccordements, ça pose un problème, surtout quand ils sont éloignés. Ils ont aujourd'hui de la DSL, souvent posée en pleine terre, dans des endroits très loin, alors que dans les zones urbaines, c'est beaucoup plus facile. Mais là aussi, il y a des solutions parce que faire du décommissionnement en sortant les fils qui sont en pleine terre jusqu'à je ne sais pas combien de mètres, naturellement, ce n'est pas raisonnable, on va dire. Mais il y a d'autres solutions, que ce soit le satellite ou alors la 4G. Mais il y a des solutions et personne ne restera, entre guillemets, au bord du chemin sans avoir un accès à la fibre, quel qu'il soit. Alors, je vais m'excuser parce que je vais être obligé de vous quitter et je vais passer la parole à mon homonyme, du moins au niveau du prénom, Jacoberti, pour la suite. En tous les cas, c'est un vaste sujet et n'hésitez pas à nous faire remonter au niveau de l'AMF toutes vos questions, vos soucis. On essaiera d'y répondre à travers les sites, mais aussi à travers notre communication. Merci. Merci Jacques. Merci Monsieur le ministre de votre présence. Alors nous avons posé en quelque sorte le tableau qui dit décommissionnement du cuivre, c'est-à-dire en gros le dernier souffle, dit forcément second souffle, nouveau souffle pour la fibre. Et donc je vous laisse peut-être nous en parler avec l'accord du 7 novembre, si j'ai bien compris, avec Orange. Voilà, merci Monsieur le ministre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les élus, cher Jacques et cher Jacques. Très heureux de vous retrouver. Je salue également les opérateurs pour évoquer cette question des déploiements. En commençant par rappeler, comme je le fais à chaque fois, que nous avons, grâce à la mobilisation collective depuis 10 ans, on fête cette année le 10e anniversaire du plan France Très Haut Débit, réussi à hisser la France sur la première marche du podium des pays les plus avancés dans le déploiement de la fibre en Europe. C'est une très grande satisfaction parce que ça n'est pas tous les jours que ça nous arrive et c'est sans doute parce que chacun a pu trouver sa place, État, opérateur, collectivité, dans ce grand chantier industriel qu'il a atteint ses objectifs. Alors on l'a fait très vite, beaucoup plus vite qu'ailleurs, et inévitablement ça suscite quelques questionnements ou quelques problèmes, mais c'est la rançon du succès. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les traiter, ces problèmes, mais il faut savoir d'où ils viennent. Et ils viennent essentiellement du rythme auquel on a voulu déployer la fibre. Ils viennent aussi d'un autre facteur qui est important à garder à l'esprit, c'est que nous avons en France, c'est vrai ailleurs en Europe également, mais c'est particulièrement vrai en France, des prix particulièrement bas pour l'accès aux services de télécommunication. Donc quand vous allez vite, quand ça coûte pas cher, eh bien, quel que soit le secteur dans lequel vous vous trouvez, vous avez d'une part parfois des problèmes de qualité qu'on s'attache à essayer de résoudre et de résorber le plus rapidement possible. Mais pour mieux les résoudre, il faut savoir d'où ils viennent. Et puis, vous avez aussi des problèmes parfois de robustesse. Et il a fallu toute l'énergie des opérateurs et toutes les incitations données par l'État et par mon ministère pour, par exemple, venir remettre en état les équipements télécoms dans les 15 départements qui ont été très brutalement touchés par les tempêtes Ciarán et Domingos. Et je crois que tout ça doit nous interroger, parce que les équipements télécoms en question, ils ont parfois été déployés par les opérateurs, ils ont parfois été déployés par les collectivités elles-mêmes, et on les comprend, qui, étant donné les contraintes financières auxquelles elles sont assujetties, étant donné les délais qu'elles ont voulu, ambitieux qu'elles ont voulu se donner, ont privilégié, comme l'État l'a fait, comme les opérateurs l'ont fait, des solutions agiles de déploiement, et notamment l'aérien plutôt que l'enfouissement. Et ça allait à tout le monde tant que Ciarán et Domingos n'étaient pas là. Et puis le jour où survient la catastrophe, c'est là où... Bon. Donc tout ça, il va falloir qu'on en fasse le bilan pour se demander, c'est déjà un travail qu'on a engagé suite aux questionnements qui sont survenus l'année dernière autour des phénomènes de délestage notamment.
Les questions qui entourent la résilience et la robustesse de nos réseaux de télécommunications, et savoir s'il faut parfois qu'on se donne peut-être un peu plus de temps, parfois qu'on mette un peu plus de moyens pour que ça nous enquiquine peut-être au départ, mais que le jour où survient la catastrophe, on soit mieux préparé, soit plus réactif. Bien. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet qui nous rassemble ce matin. Celui qui nous rassemble, c'est le passage du cuivre à la fibre. Vous avez raison de rappeler que le préalable, c'est évidemment que chacun de nos concitoyens ait accès au très haut débit dans des conditions abordables. C'est d'ailleurs l'engagement du président de la République qui nous avait fixé un objectif, celui de la généralisation de la fibre à l'horizon 2025. Cet objectif, nous étions, il y a encore quelques mois, en passe de le manquer. De le manquer pourquoi ? Eh bien parce que les déploiements ralentissaient ou s'arrêtaient dans un certain nombre de zones du territoire national. Comme vous le savez, il y a 10 ans, quand on s'est demandé comment est-ce qu'on allait déployer la fibre sur l'ensemble du territoire, on a découpé le territoire en 3 zones. Les zones les plus peuplées, les plus denses, pour lesquelles on s'est dit que la concurrence entre les opérateurs allait suffire à les amener à déployer leurs infrastructures, puisqu'ils allaient ainsi pouvoir trouver de nouveaux clients qui, par les abonnements, allaient amortir ces infrastructures-là. Et évidemment qu'on a, je dirais, plus de facilité ou plus de rentabilité attachée à ces infrastructures dans des zones denses, puisqu'avec une armoire, on peut couvrir un plus grand nombre d'habitations et donc d'abonnements. Pour les zones les plus rurales, les plus faiblement peuplées, c'est aux collectivités que la responsabilité a été confiée avec le soutien financier de l'État. Et ce sont les RIP qui se sont mis en place pour déployer la fibre. Et puis, il y a une zone intermédiaire sur laquelle l'État a proposé aux opérateurs de lever la main pour s'engager à déployer sur ces zones-là, qui n'étaient ni très très denses, ni très rurales, à condition d'aller jusqu'au bout des déploiements, sans quoi ils encouraient des amendes financières, des sanctions financières prononcées par l'ARCEP. Et Orange ainsi qu'SFR ont levé la main pour couvrir une partie de cette zone intermédiaire. Bien. Depuis un an et demi, on s'aperçoit que les déploiements ralentissent et s'arrêtent dans la zone très dense et dans la zone intermédiaire. Les déploiements sont un peu plus dynamiques dans les RIP, dans les zones plus rurales, parce que les collectivités sont là et qu'elles rappellent à leurs délégataires ou aux opérateurs qu'il convient désormais d'accélérer pour tenir les objectifs que les collectivités se sont fixés, que les syndicats se sont fixés, bref, que les RIP se sont fixés et que les administrés de ces collectivités attendent de voir atteints. Alors, pour rester sur la bonne trajectoire et atteindre l'objectif 2025, nous avons engagé il y a 9 mois des discussions avec le principal opérateur, notamment dans la zone intermédiaire qui est Orange, pour voir la façon de laquelle on pourrait faire reprendre les déploiements dans la zone très dense et dans la zone intermédiaire pour atteindre cet objectif 2025. Avec un levier entre les mains pour l'État, qui est la non-atteinte par Orange des objectifs que l'entreprise s'était fixés pour le 31 décembre 2022. Et donc, j'aurais pu décider, ça aurait été très confortable, et j'aurais été acclamé au Salon des maires, aux assises des départements de France, j'aurais pu décider de demander à l'ARCEP de sanctionner Orange pour le non-respect de ses obligations au 31 décembre 2022. Mais ça ne m'aurait pas bien avancé parce que cette procédure de sanction aurait certes conduit Orange à refaire un effort sur la zone AMI, mais sans nécessairement traiter le cas d'un certain nombre de collectivités ou de territoires sur lesquels Orange était très en retard, ou en tout cas sur lesquels les déploiements étaient très en retard. Et puis ça ne m'aurait pas permis d'atteindre à temps la généralisation de la fibre en 2025. Au lieu de ça, on a engagé ces discussions qu'on conduit effectivement il y a quelques jours. Le gouvernement et Orange a trouvé un accord pour la reprise des déploiements dans la zone AMI, avec le rattrapage des 55 EPCI les plus en retard. Aujourd'hui, dans la zone AMI, la zone intermédiaire, on est à peu près à 92% de déploiement.
mais avec une très forte hétérogénéité et un certain nombre de territoires où on est bien en deçà de 92%. Donc, sur la zone intermédiaire, l'objectif est fixé toujours fin 2025 à 98,5% de déploiement en dur, avec d'ici fin 2024 un rattrapage des 55 EPCI les plus en retard. Et puis pour couvrir le pourcent et demi de Français qui ne seront pas naturellement raccordés par cet objectif de 98,5%, c'est le déploiement d'une solution de raccordement, ou plutôt la création d'une solution de raccordement à la demande qui permettra à chacun de nos concitoyens dans ces zones intermédiaires qui le souhaitent de pouvoir être raccordés en moins de 6 mois. Au terme de cet accord, nous apportons aussi des solutions pour la zone très dense. Et je précise que la zone très dense, dans le découpage qui a été fait il y a 10 ans, il y a évidemment le cœur des grandes agglomérations qui est très dense, mais il y a aussi des poches de basse densité dans cette zone très dense qui s'apparentent à des zones un peu plus rurales, un peu moins denses, et c'est la raison pour laquelle c'est ces zones que les opérateurs délaissent aujourd'hui. Dans cette zone-là, Orange s'engage, au terme de notre accord, à combler la moitié du reste à faire pour atteindre la généralisation, c'est-à-dire à faire passer le taux de déploiement dans cette zone de 92 à 96% et à expérimenter là aussi le raccordement à la demande en vue de sa généralisation. Et puis enfin, pour l'ensemble des territoires et singulièrement pour les territoires les plus ruraux, Orange s'engage à participer aux côtés des autres opérateurs à une solution de portage des investissements pour les raccordements complexes dans le domaine public. Et ça, c'est très important parce que une des raisons pour lesquelles les déploiements ralentissent un peu, une des difficultés qu'on a rencontrées lorsque les premières expérimentations de fermeture technique du cuivre sont intervenues, c'est précisément les travaux dans le domaine public. Parce que ce sont des investissements importants que tous les opérateurs ne peuvent pas se permettre. Grâce à cette solution de portage des investissements par la Caisse des dépôts et consignations, eh bien, les travaux pourront avoir lieu et ils seront évidemment, ce génie civil sera loué par les opérateurs une fois que auront été réalisés. Et puis, le dernier engagement d'Orange, c'est le maintien de tarifs sociaux et la possibilité pour nos concitoyens qui ont aujourd'hui un simple abonnement téléphonique de le conserver au moment de la bascule. Et je précise que ces engagements, et notamment le raccordement à la demande, tiendront jusqu'à la fermeture du cuivre. Parce que si nous faisons tout ça, ce n'est pas juste pour généraliser en 2025 en soi, c'est pour qu'on puisse aborder la fermeture du cuivre dans de bonnes conditions et que nos concitoyens soient sereins. C'est la raison pour laquelle cet accord est la pierre angulaire du droit au très haut débit pour tous que j'avais annoncé l'année dernière, qui est désormais presque prêt. Il nous reste quelques éléments à ajouter pour pouvoir le déployer effectivement et que nous puissions collectivement aborder sereinement cette fermeture. Cette fermeture, elle va reposer là aussi sur le collectif, les opérateurs, l'État, mais aussi les élus, puisqu'ils sont en première ligne face à nos concitoyens qui, à un moment donné, vont devoir faire le choix de la fibre plutôt que le cuivre. On a 6 communes qui ont vu la fermeture technique du cuivre cette année. Ça s'est plutôt bien passé et ça nous a permis de détecter là où se situent les problèmes. L'année prochaine, c'est 162 communes et plus de 200 000 prises qui vont être concernées. C'est donc une marche un peu plus élevée que nous apprêtons à franchir. Nous avons écrit aux maires et aux préfets des départements concernés et nous avons lancé il y a quelques jours un site trèshautdébit.gouv.fr qui permet à chaque citoyen français de savoir si oui ou non il va être concerné par ces premiers lots de fermeture technique du cuivre et si oui, s'il est concerné, d'y trouver toutes les ressources pour pouvoir s'orienter dans le cas notamment où il est encore accordé au réseau cuivre plutôt qu'au réseau fibre. Et puis on va continuer pour faire en sorte que cette bascule se fasse dans les meilleures conditions et soit la moins contraignante ou la moins inquiétante possible pour nos concitoyens, parce que c'est quand même la bascule d'un très grand réseau vers un autre.
et que ça n'est pas tout à fait innocent. Ça suppose qu'on s'en préoccupe. Et pour ma part, je reste évidemment à disposition des élus. On en a déjà échangé plusieurs fois avec Jacques Auberti, pour que l'État joue pleinement son rôle et permette, en lien avec les collectivités et avec les communes notamment, eh bien, d'assurer pour nos concitoyens la transition la plus sereine possible. Merci. Merci, monsieur le ministre. Accepteriez-vous de prendre 3 questions, une salve peut-être? Et donc, la parole est à la salle. Je crois que des micros peuvent être à disposition. Voilà. Je vous en prie. On va prendre 3 questions et puis on proposera à monsieur le ministre, éventuellement donc à Orange ou à l'ARCEP, de répondre. Alors, je crois que c'était madame d'abord, monsieur ensuite et par là-bas. Bon, commençons ici. Très bien. Donc, si vous pouvez vous lever, vous vous présenter rapidement. Bonjour Marico, je suis maire d'un petit village rural dans les Hauts-de-France. Alors, bonjour Monsieur le Ministre. Alors, vous avez abordé un point qui m'a un peu surpris parce que c'est la première fois que j'en entends parler, qui pour moi est un point important, c'est le dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, la problématique du décommissionnement du cuivre, c'est que les câbles de cuivre sont trop lourds. Et avec les coups de vent et les tempêtes que l'on a, j'ai 3 à 4 dégâts réseau par an sur mon village. C'est infernal, j'ai l'impression de passer mon temps à embêter Orange ou Axione ou d'autres opérateurs pour réparer. Donc, et ça, on en parle très peu, mais pour les petits villages ruraux, les câbles sont trop lourds, les poteaux sont à terre, il ploie, et à chaque coup de vent, on a des poteaux en travers de la route, etc. Et ça, c'est vraiment très, très pénalisant. Vous parliez de la robustesse du réseau, et malheureusement, le déploiement fibre s'est fait sur les réseaux télécom cuivre. Et donc, quand il y a une panne, ça impacte aussi la fibre. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros problème. Et quand on veut enterrer les câbles, on nous dit oui, mais c'est de l'embellissement. Non, aujourd'hui, ce n'est plus de l'embellissement. Donc ça, c'est effectivement, je suis content que vous en ayez parlé parce que pour nous, village rural, c'est très, très, très important. Après, le deuxième point que je voudrais avoir, c'est que beaucoup de personnes âgées ne passent pas sur des offres fibres parce qu'elles sont trop chères, parce que les opérateurs offrent des offres avec plein de services télé, etc. Ils ont besoin juste du téléphone. Donc, ils ne voient pas pourquoi elles paieraient plus cher pour avoir un service dont elles ne veulent pas. Donc ça, c'est une demande que je fais à l'ARCEP. Est-ce qu'il serait possible d'obliger les opérateurs à avoir une offre basique, voilà, pour ces gens-là, parce que moi, je discute beaucoup, elles ne veulent pas passer. Ça, c'est important. Et j'aimerais aussi que l'ARCEP autorise Orange à faire une substitution cuivre-fibre de manière transparente. Il y a des boîtiers de convertisseurs RTC IP, ça vaut 50 €, et qui permettrait d'avancer sur le déploiement sans attendre que la mairie passe 6 mois à négocier avec une personne âgée pour essayer de lui faire comprendre pourquoi il faut passer à la fibre. Et ça, aujourd'hui, Orange ne peut pas le faire. On a des solutions, des convertisseurs qui permettent de gérer de manière transparente le passage. Comme ça, la personne, elle garde son téléphone, elle garde ses habitudes, mais on lui met ce petit boîtier, puis de manière transparente, Orange change le fil de cuivre par une fibre. Puis le jour où cette personne âgée décide de passer à la fibre, ou simplement elle quitte, ou ses enfants veulent faire passer, elle prend une offre du marché. Ça faciliterait énormément la diffusion, parce que sinon vous aurez toujours les derniers récalcitrants qui ne voudront pas passer, parce qu'elles ne comprennent même pas de quoi on parle. Il y a des personnes âgées, elles ne comprennent pas. C'est lunaire pour elles. Donc il faut que Orange puisse le faire de manière transparente. Ça, c'est important, surtout qu'il y a des lignes de téléalarme, de télésurveillance, de téléassistance médicale et aussi parfois des lignes pompiers ou des lignes ascenseurs. Et ça, les personnes âgées ne le savent même pas quels sont ces services-là. Donc, voilà. Merci. Peut-être deuxième intervention, monsieur. Oui, bonjour Monsieur le Ministre, Sylvain Couffignal. Moi je suis maire d'une commune rurale dans le département de l'Aveyron de 600 habitants et je suis également conseiller départemental du canton Wallon. Moi je partage la nécessité de ne pas avoir de réseau et de basculer vers un réseau fibre unique. Mais pour cela, ça passe bien évidemment par avoir un réseau FTTH de qualité et de grande qualité. On observe, tous les maires dans mon département, des difficultés sur le passage à la fibre, son déploiement. On est principalement concerné par un RIP
sur 3 départements en l'occurrence. Moi, je voudrais mettre en lumière ce nouveau réseau qu'on construit par rapport au réseau électrique. Sur le réseau électrique, Enedis assure la plupart du temps l'exploitation du réseau et assure aussi les branchements. Ça veut dire que lorsque nos concitoyens souhaitent un branchement électrique, c'est Enedis qui le fait. A contrario, sur le nouveau réseau fibre, c'est les FAI qui sont responsables du branchement et les FAI mandatent de multiples sous-traitants qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des intervenants divers et variés et qui ouvrent les armoires, qui ferment les armoires, qui tentent de faire un raccordement, un autre, etc. Donc moi, j'en appelle à l'État et je souhaiterais qu'on puisse mettre en place un nouveau système et que les branchements soient faits par les opérateurs d'infrastructures. Comme ça, on aurait moins d'intervenants dans le réseau et ça garantirait sa robustesse. Parce qu'aujourd'hui, le réseau qu'on construit, il est de qualité beaucoup moindre que le réseau cuivre, alors qu'au contraire, on devrait viser l'excellence. Voilà, et je pense que ça, c'est un problème, et je n'ai jamais compris pourquoi la loi avait prévu que le FAI fasse les branchements. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut remettre de l'ordre par rapport à ça et que l'État intervienne dans ce domaine-là. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Il y a un troisième intervenant, peut-être. Oui, merci. Bonjour, Abel d'Ambreville. Donc, je suis le premier adjoint de Melvin, donc commune du Finistère. Comme vous l'avez dit, nous avons été impactés par une tempête qui a fait de gros dégâts sur les fibres déjà déployées. Notre commune est essentiellement rurale, 51 km², donc la moitié de Paris intramuros, pour 3500 habitants seulement. Donc énormément, on a 100 km de routes communales. Et j'ai une question concernant la maintenance de la fibre. Parce qu'en fait, avec le réchauffement climatique, les événements climatiques, les tempêtes vont devenir de plus en plus fréquentes. Et qui va être en charge des coûts de maintenance de la fibre? Parce que raccorder du cuivre, c'est quelque chose. Réparer une fibre, c'est beaucoup plus onéreux. Parfois, il faut changer toute une section. Et en fait, les causes de rupture de la fibre, ce sera les arbres. Et les arbres appartiennent aux propriétaires de la parcelle d'à côté. Donc, est-ce qu'on va demander aux propriétaires des parcelles de payer pour la réparation de la fibre? Et est-ce que les gens vont payer? Est-ce que ces problèmes-là ont été envisagés? Parce que la maintenance fait partie aussi du coût. Il y a le coût de l'installation, mais il y a le coût de la maintenance et il ne faut pas le négliger. Bien, peut-être, peut-on commencer par ces 3 questions? Voilà. Sur les mécanismes d'interconnexion cuivre fixe, merci pour cette précision. Je regarderai volontiers et je crois qu'effectivement, si on peut permettre à certains de nos concitoyens d'utiliser les mêmes équipements sans avoir à les changer quand ils font la bascule, ça sera déjà un point de réassurance pour eux. Sur la question de la résilience que vous avez évoquée, mais que vous aussi avez évoquée, Monsieur le maire, tout à l'heure, une mission interinspection a été lancée au printemps, rendue indispensable par les réflexions qu'on a eues l'année dernière autour de la question du délestage et du délestage électrique et de son impact sur le fonctionnement des réseaux de télécommunications. Elle nous a remis il y a quelques jours ses premières conclusions, mais de toute évidence, il faut qu'elle se remette au travail pour, à la lumière de l'épisode que le Finistère a connu, ainsi que 14 autres départements, pouvoir réinterroger un certain nombre
des règles à la fois de déploiement et de maintenance de nos réseaux pour s'assurer de leur résilience et de leur remise en état suite à des catastrophes comme celle-là. Le sujet du tarif social, la capacité à conserver un abonnement téléphonique seul est évidemment très important et fait partie de cet accord que nous avons trouvé avec Orange. Je crois que c'est impossible de s'imaginer qu'on va pouvoir convaincre nos concitoyens de passer d'un réseau vers un autre, surtout quand effectivement ils ne maîtrisent pas très bien, et c'est leur droit et c'est tout à fait légitime, la manière dont fonctionnent les réseaux, et leur demander brutalement de passer d'un abonnement téléphonique à un abonnement Internet alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et puis enfin, s'agissant de l'organisation des déploiements, alors, il n'y a pas de solution miracle en réalité. Celle que l'ARCEP a consacrée dans une décision, c'est celle qui prévoit que l'opérateur d'infrastructure déploie les équipements amont, si je puis dire, et notamment les armoires, et qu'ensuite la concurrence entre les opérateurs commerciaux vienne assurer la rapidité, la cadence des déploiements, puisque la concurrence qu'ils se livrent pour aller chercher les clients est un gage de rapidité dans les déploiements. De fait, si vous avez des problèmes de qualité, c'est parce que les déploiements sont rapides. Je vous assure que dans les endroits, notamment ceux du RIP Lot-Aveyron-Lozère, où il n'y a pas de déploiement, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de problème de qualité. Quand il n'y a pas de déploiement, il n'y a pas de problème de qualité. Donc quand ça déploie trop vite, là, vous avez des problèmes de qualité. Quand ça ne déploie pas, personne ne vous écrit pour dire que les armoires sont en mauvais état. Donc le problème du déploiement rapide, c'est effectivement la coordination des intervenants sur les armoires. Vous avez raison, il y a une multitude d'intervenants. Ce qu'on a demandé aux opérateurs de faire l'année dernière, ils ont pris des engagements. Côté opérateurs commerciaux, c'est de partager les plannings de leurs techniciens et des techniciens de leurs sous-traitants sur les armoires et de partager les comptes rendus d'intervention auprès des opérateurs d'infrastructure pour que les opérateurs d'infrastructure soient bien au courant de qui intervient sur leurs armoires et de ce qui a été fait sur l'armoire, parce qu'il y a parfois du débranchage un peu sauvage et là les conséquences sont immédiates, mais parfois c'est plus insidieux. C'est un technicien de l'opérateur commercial qui vient brancher certes le bon client, mais pas sur la bonne prise. Au début, ça ne pose pas de difficulté, mais c'est plus tard, lorsque l'opérateur d'infrastructure va prescrire une prise en particulier à un autre technicien d'un autre opérateur, que là, les problèmes vont commencer, que les débranchages vont survenir. On a progressé depuis l'année dernière, mais je pense qu'il faut qu'on aille encore beaucoup plus vite parce que les comptes rendus d'information, d'intervention notamment, c'est-à-dire la photo qui est prise avant, la photo qui est prise après, ne sont pas encore suffisamment fiabilisés pour que les opérateurs d'infrastructure, qui ont la responsabilité des armoires, puissent avoir une vision claire de ce qui se passe sur leurs armoires. Côté opérateurs d'infrastructure, les engagements qu'on a demandés, c'est de la part des opérateurs d'infrastructure gérant des réseaux dits accidentogènes, c'est-à-dire des réseaux sur lesquels on a un taux d'incident qui est particulièrement élevé, de reprendre carrément les infrastructures et les systèmes d'information. Et c'était indispensable parce que vous avez effectivement des réseaux qui ont été déployés avant même parfois que le plan France Très Haut Débit soit établi, avant même que le cahier des charges soit établi, et qui sont donc plus fragiles que les autres. Et cela, il fallait les reprendre en entier. Et ça aussi, ça avance, peut-être pas suffisamment assez rapidement, mais ça avance. Je pense à certains réseaux en Île-de-France où les reprises ont été faites. La question qui se pose à nous, ou qui s'est posée à nous l'année dernière quand on a reçu les engagements, c'est que fait-on si, un an après la prise des engagements, les choses ne vont pas assez rapidement? Moi, j'attends, de la part de l'ARCEP notamment, mais des chiffres, enfin les premiers chiffres qui vont nous permettre de mesurer si oui ou non il y a une amélioration à l'horizon. S'il y a une amélioration à l'horizon,
ça voudra dire que ces engagements sont en train de porter leurs fruits et qu'il faut les accentuer. S'il n'y a pas d'amélioration à l'horizon, ça voudra dire que peut-être il faut à la fois envisager des évolutions législatives, y compris pour que des sanctions plus importantes soient prises, pour que chacun soit incité à faire du bon boulot, les opérateurs d'infrastructures comme les opérateurs commerciaux. Et puis par ailleurs, ça veut dire aussi que peut-être faudra-t-il penser différemment. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être faudra-t-il expérimenter dans certains territoires des modalités de déploiement un peu différentes, où on donne plus de responsabilité à l'opérateur d'infrastructure, que ce soit pour aller jusque chez le client, mais en perdant un peu l'aiguillon concurrentiel, ou sur des versions intermédiaires à cette version-là, c'est-à-dire avec du pré-raccordement qui pourrait être fait par l'opérateur d'infrastructure, l'opérateur commercial venant faire l'ultime branchement, mais sans aller rebrasser intégralement l'armoire. Moi, je suis favorable, si on ne voit pas d'amélioration rapide, là, dans les derniers chiffres que l'ARCEP va publier, à ce que des expérimentations puissent avoir lieu dans des territoires où chacun est volontaire pour laisser sa chance à des modalités de déploiement alternatives. Bien, merci Monsieur le Ministre. Peut-être j'ajouterai deux questions, si vous le permettez. Monsieur Eudes a évoqué la question de la communication pour préparer en fait l'ensemble de nos concitoyens, voire même un certain nombre d'entreprises, l'ensemble des collectivités territoriales ou toutes les structures qui amènent des services publics à cette fermeture du réseau cuivre. Pour faire le parallèle avec la TNT, nous avions évidemment la télé qui était avec nous pour communiquer. Là, faudrait-il peut-être avoir aussi un certain nombre de partenaires de ce type pour que le maire ne soit pas celui qui finalement empêche de tourner en rond et ne se retrouve pas en première ligne là où la décision évidemment le dépasse. Et donc pour enchaîner sur ma deuxième question, la question de la sécurité de nos territoires. Nous l'avons vu au moment où nous avons préparé toutes et tous des actions de délestage. Nous nous sommes rendus compte qu'en cas de délestage, plus rien ne fonctionnait, et y compris des communications nécessaires à l'intervention publique, notamment en matière de sécurité, des contrôles de processus qui étaient supprimés, des alarmes, des alertes. Donc, y compris d'ailleurs pour le réseau mobile, puisque lui-même a très peu d'autonomie, voire aucune, alors qu'on aurait pu penser qu'il pouvait assurer le relais. Donc, sur ces deux questions, si je peux me permettre, est-ce que vous avez des éléments à nous apporter ? Merci beaucoup, cher Jacques. Donc, je comprends que vous voulez me faire passer à la télé pour dire à tout le monde qu'attention, le cuivre va être déconnecté. Bon, moi, je suis effectivement preneur de toutes ces propositions. Je connais bien la référence à la campagne qui avait été faite pour la TNT. On est dans une situation un peu différente puisque le réseau cuivre est la propriété d'un opérateur privé, l'opérateur Orange, même si l'État entend bien accompagner ce mouvement-là et faire en sorte, on le doit à nos concitoyens, on le doit aussi aux élus qui vont être en première ligne, faire en sorte que tous les outils, toute l'information soit disponible pour que chacun soit rassuré. Donc preneur de toute suggestion sur la manière dont on pourrait le faire, étant donné la différence, si l'on peut dire, qu'il peut y avoir entre cet épisode de la TNT et cet épisode du cuivre. Et pour la sécurité des réseaux, on aura prochainement sans doute quelques pistes après avoir analysé les premiers travaux de la mission interinspection sur ce sujet de la résilience. Mais comme je le disais, je pense que ces travaux vont devoir se poursuivre en tenant compte de ce qui s'est passé dans les 15 départements touchés par les deux tempêtes, à la fois en termes d'exposition des réseaux de télécommunications à ce type d'intempéries, d'une part, mais ensuite aussi à l'organisation du rétablissement du réseau en cas de catastrophe comme celui-ci. Sur ces deux sujets, on doit encore progresser et on doit se préparer à ce que dans les prochaines générations de déploiement technologique, je ne parle pas du fixe, je parle plutôt du mobile, parce que le fixe, la fibre est là pour durer, eh bien on se dise au moment où on les déploie qu'il y a bien là quelque chose une nature un peu essentielle
ou vitale à ces réseaux-là, alors que jusqu'à présent, on l'a fait un peu comme la cerise sur le gâteau, si je puis dire. On a déployé les infrastructures de télécommunications comme si elles avaient un niveau d'importance un peu secondaire. Maintenant, je pense qu'on ne pourra plus se permettre ce luxe-là, et il faudra qu'on les déploie avec à l'esprit l'idée qu'elles jouent un rôle désormais absolument essentiel et vital pour le fonctionnement de la vie économique et sociale de la nation. Bien, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il existe encore une question cruciale dans la salle. Vous devez nous quitter. Peut-être une question encore? Non, vous devez y aller. Bon. Bon, en tout cas, merci sincèrement des éléments que vous nous avez apportés. Le chantier n'est pas terminé. D'ailleurs, celui de la fibre donc, se poursuit sur le territoire. La question du décommissionnement du cuivre va bien nous occuper dans les années qui viennent, et nous aurons avec l'ARCEP l'analyse effectivement de l'expérimentation. 3000 communes, je crois, seront concernées à la fin de l'année 2023, si mes chiffres sont bons. Donc nous commencerons à avoir un certain recul. Donc, s'il y a d'autres questions, comme voilà. On peut rester donc 10-15 minutes de plus en vous libérant, Monsieur le Ministre. Merci, à très bientôt. Alors, un sujet a été évoqué, d'ailleurs, je crois que c'est Madame qui l'avait abordé, c'est vous qui l'avez abordé, la question aussi de l'accompagnement en matière d'usage. Vous savez que nous avons dans notre pays des millions de personnes qui sont extrêmement éloignées du numérique. Comment arriver à les convaincre à un moment qu'il va falloir passer à la fibre, ce qui signifie quelque part passer à de nouveaux usages, même si on entend bien, pour certaines, il faudra que ça se fasse à ISO, en termes notamment de matériel et donc d'utilisation. Nous venons de signer avec Jean-Noël Barrot la feuille de route France Numérique Ensemble sur la question évidemment de l'inclusion numérique, et seront mis en place des comités départementaux. Là aussi, l'association des maires sera partie prenante, et n'hésitez pas évidemment à solliciter ces commissions avec cet autre regard qui est celui effectivement des usages au-delà des infras. Donc on peut revenir sur les questions. Je crois, monsieur, vous souhaitiez prendre la parole. Peut-être d'autres mains qui se lèvent. Très bien. Bonjour à tous, je suis André Rény, je suis le DSI à la communauté de communes de l'Ouest guyanais en Guyane. Et j'ai lu assez récemment qu'il y avait environ 90% du littoral guyanais, je parle des communes qui sont enclavées numériquement. Donc on parlait d'inclusion numérique. Et 90% de ces communes étaient connectées à Starlink, parce que c'est le seul moyen d'avoir du très haut débit aujourd'hui. Donc ma question, c'est de savoir s'il y avait des mises en garde par rapport à cela et s'il y avait des réponses autres que celles-ci. Merci, on note. Donc Starlink, je vous en prie. Oui, alors Jean-Louis Perrichon, je suis maire d'une petite commune de l'Allier. C'est juste un petit complément en fait à la remarque de ma collègue des Hauts-de-France. Il y a l'aspect tarifaire pour ce qui est des personnes âgées, effectivement c'est très important, mais je crois qu'il y a un aspect aussi sécuritaire. Quand on est alimenté sur le réseau cuivre, le téléphone il fonctionne toujours parce qu'il y a toujours des groupes électrogènes derrière. Avec la fibre optique, ce ne sera pas pareil. Donc il faut prévoir, effectivement, on a parlé tout à l'heure effectivement des aspects réseau globalement, mais c'est vrai tout particulièrement pour ces gens qui ne veulent pas de la fibre optique parce qu'ils se disent, peut-être qu'ils ne connaissent pas vraiment la raison, mais il faut penser à ça aussi, quoi, je veux dire. Voilà. Je pense que la solution existe, bien entendu, il y a des onduleurs, des choses comme ça, mais voilà. Exister. La sécurité des personnes est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas qu'un aspect tarif, quoi. Il faut faire attention à la sécurité. Vous avez raison. Ouais. Peut-être une autre question ou on laisse la parole à ce moment-là. Vous avez un micro si vous voulez. Merci. Oui, peut-être pour commencer par votre question sur la sécurité. Effectivement, on a des solutions d'onduleurs chez le client. On vend des petits boîtiers, vous branchez à la box et à ce moment-là, elle continue à fonctionner. Et la partie réseau est évidemment alimentée par des générateurs. Donc sur des pannes ponctuelles, on sait effectivement et on anticipe cette situation, même s'il faut dire qu'aujourd'hui, le cuivre ne fonctionne plus quand il y a des pannes électriques. Pourquoi ? Une raison très simple, c'est d'abord, il est chez le client.
la plupart des téléphones sont électriques. Les gens qui ont gardé des téléphones à cadran ou autres sont très rares. Donc de toute façon, déjà aujourd'hui, une panne électrique provoque la panne du cuivre. Mais on anticipe, on anticipe des solutions sur l'avenir. Tout à l'heure, il a été parlé du prix. Juste pour vous dire que l'offre sociale dont a parlé le ministre, elle existe déjà chez Orange. C'est-à-dire que quand vous êtes client sur la fibre, vous pouvez, pour moins de 18 €, comme pour le cuivre, avoir une offre de téléphonie, comme on dit standalone en bon français, c'est-à-dire, et vous n'avez pas besoin d'une box pour ça, vous n'avez pas besoin de la grosse box, etc. Vous avez un petit boîtier, vous branchez votre téléphone dessus, et vous avez votre offre, comme pour le cuivre. Et c'est pas très différent, vous voyez, à expliquer, mais le problème c'est qu'on ne fait peut-être pas assez, à expliquer, c'est pas très différent de ce qui se passait avant. Avant, on avait la prise en T. Le petit boîtier dont on parle, il n'est pas beaucoup plus gros. Vous aviez la prise en T que vous mettiez dans la prise, et puis le téléphone que vous branchez dessus. Donc on a aussi anticipé ça. On est le seul opérateur à faire ce genre d'offre. Et ce qu'a dit le ministre, c'est qu'on s'est engagé à la pérenniser. Quel que soit, c'est-à-dire c'est à nos frais, c'est d'une offre où on ne gagne pas d'argent, très clairement, mais qui est pour nos concitoyens, comme on le faisait au titre du service universel. On s'est engagé à pérenniser dans l'accord ce type d'offres qui sont indispensables, je suis d'accord avec vous. Il y a eu une question tout à l'heure sur la maintenance aussi auquel il n'a pas été répondu. Peut-être je peux répondre. En fait, la maintenance, elle est prise en charge en termes de coût par l'opérateur d'infrastructure. Il est en permanence, et c'est un des problèmes qu'on a, obligé de revenir sur le réseau pour réparer, intempéries, vol de câbles, l'élagage. J'ai entendu tout à l'heure un de vos collègues qui parlait de cuivre ou de fibres qui tombaient sous l'effet du froid. La réalité, c'est que la plupart des réseaux, ils tombent du fait du vol ou surtout du fait des arbres qui tombent sur les fils et qui arrachent tout. C'est vrai pour le cuivre, c'est vrai pour la fibre. Aujourd'hui, c'est l'opérateur d'infrastructure qui paye et qui les refacture à l'opérateur commercial. Et donc, finalement, c'est un peu le client qui paye au final. Il est extrêmement important qu'on continue, qu'on mette en avant la politique qu'on a avec les associations d'élus, avec les mairies, de signature de conventions qui permettent de préserver, et c'est vrai aussi pour Enedis ou autres, les corridors télécoms, pour que autour des corridors télécoms, quand vous avez un réseau qui passe, il n'y ait pas tous les 10 mètres un arbre qui puisse tomber dessus s'il y a une tempête. Sinon, on aura des pannes. S'il faut enfouir l'ensemble du réseau, les dizaines de milliers de kilomètres, s'il faut enfouir ça dans un délai compatible avec la dégradation climatique, vous pouvez imaginer que ça va être compliqué de continuer à déployer tout ce qu'a dit le ministre, d'enfouir en même temps. C'est pas raisonnable. On n'a pas bénéficié à la grande époque des avantages d'EDF qui a enfoui grâce à des dépenses publiques, hein, très clairement. Donc on ne peut pas tout faire à la fois. Donc enfouir en partie quand il y a des zones très accidentogènes, pourquoi pas, on peut le regarder. D'ailleurs, ce qu'a dit le ministre sur le Détroit, les derniers mètres carrés, sur l'accord qu'il a annoncé pour financer par la Caisse des dépôts les derniers mètres, il y a une partie d'enfouissement qui se fera aussi dans ce cadre-là. Donc enfouir raisonnablement quand vous êtes à risque, oui, mais enfouir l'ensemble du réseau, il faudra des dizaines d'années pour faire ça. Ça n'a pas été conçu comme ça. Donc la maintenance est très coûteuse. Sachez aussi que cette maintenance, quand un poteau tombe, il n'y a pas d'assurance en France. Vous ne pouvez pas faire assurer les poteaux. Hein, donc c'est vraiment l'opérateur d'infrastructure qui prend tous les coûts. La technologie qui a été évoquée aussi, excusez-moi, je pense que c'est du FTTC sous votre contrôle. Je ne vois pas trop ce que c'est. Le petit boîtier qui permettrait de faire de la connexion de la fibre. Donc c'est intéressant de regarder, effectivement. Mais je pense que c'est plutôt une technologie qu'on n'a pas retenue en France. Et c'est pas l'ARCEP, hein, c'est pas normé comme ça. C'est pas du FTTH. Et alors j'ai oublié une question qui était Starlink, oui, le problème, donc nous, Orange, on a soutenu une filière européenne de satellites avec un accord avec Eutelsat qui fait qu'il y a quelques jours, on a annoncé une offre satellite, effectivement, qui permet d'avoir des débits nouvelle génération. Il ne couvre pas la Guyane. Aujourd'hui, il ne couvre pas la Guyane. Donc effectivement, aujourd'hui, en satellite, la solution, c'est Starlink. Oui, malgré tout, la collectivité territoriale de Guyane a lancé donc une délégation de service public, un nouveau projet satellite, et c'est une société qui s'appelle Marlink qui a été retenue pour mettre en place donc cette solution, et c'est une solution qui devrait arriver début 2024. Solution qu'on va soutenir et sur laquelle, oui, on sera client. Bien, merci. Peut-être encore quelques prises de parole. En fait, vos propos m'ont fait réagir. C'est-à-dire que l'élagage pour Enedis, il est payé par Enedis. Enedis envoie des avions qui circulent dans nos campagnes pour vérifier si les lignes, bien sûr, les conséquences sont différentes.
Je n'ai jamais vu un opérateur télécom s'occuper des élagages. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, on se trouve dans des réseaux ruraux dans les territoires ruraux avec des réseaux très faibles, des poteaux qui ne tiennent pas. On accroche la fibre dessus, on change 2-3 poteaux, on met des poteaux en résine, et puis ça ne tiendra pas. Je suis maire d'un village de 176 habitants. Ça fait depuis 10 ans, je suis maire depuis 10 ans. Depuis 10 ans, le budget de la commune, il est de l'ordre de 60 000 €. Donc vous vous doutez bien, pour faire du génie civil, c'est très difficile. Mais il n'empêche que depuis des années, c'est ma commune qui finance vos réseaux en tant que subvention. Et tous les ans, je crois que sur mes mandats, ça fait pratiquement 60... Oui, j'ai bien dû payer 60 000 € pour financer la mise en souterrain des réseaux Orange. Après, ma grosse difficulté, et là que ça soit, je voulais même voir avec le représentant de l'ARCEP, jusqu'à aujourd'hui, on avait des interlocuteurs, Orange avait un interlocuteur locaux. Voilà. Bon, avec toutes les problématiques que nous avons eues, on est dans une zone RIP aussi. Le pauvre monsieur qu'on avait, je pense qu'il est parti parce que de toute façon, c'était insupportable ce qu'il avait. Le nouveau qu'on a, il ne répond pas au téléphone. L'orne. Il ne répond pas au téléphone. Et je pense que de toute façon, il ne pourra pas suivre, puisque les maires, on va les mettre en burn-out, nos interlocuteurs. Donc nous, on a besoin quand même d'avoir quelqu'un. La commune, elle est fibrée. Et par contre, les armoires qui ont été financées par de l'argent public, par la communauté de communes, par la commune, on a tous les intervenants de tous les fournisseurs d'accès qui nous dégradent nos outils que nous, on a payés. Alors, si je peux me permettre de répondre d'abord sur le volet électrique. En fait, je vous invite à regarder d'abord le marché électrique. Les revenus du marché électrique ne sont pas les revenus du marché télécom. Mais ça, c'est pas... Non, mais même, j'allais vous dire, pour vous, c'est pas important. Mais je vais juste vous inviter à regarder la facture électrique. Et la petite ligne, voilà, c'est-à-dire qui paye. C'est pas Enedis qui paye. Voilà, c'est l'usager qui paye. Donc moi, si la solution, c'est de faire l'élagage, une grande campagne d'élagage, et de faire payer dans la ligne abonnement téléphonique, 0 ou 2 € sur le mobile, 9 € sur le fixe. Le coût de l'élagage, on ne va pas être dans les tarifs les plus compétitifs d'Europe. Hein. Mais ça, c'est en fait pour l'électricité, c'est la CRE qui décide les prix. Et d'ailleurs, on a la TCCFE oui. qui permet aux réseaux ruraux de pouvoir oui. mettre en souterrain tous les réseaux électriques et on avance là-dessus avec les syndicats d'électrification. Et ce qui se passe, c'est qu'avec les réseaux de télécommunications, on a basculé très... En fait, le réseau de télécommunications, il a été payé déjà à plusieurs reprises par le Portugal, et c'est toujours le Portugal qui remet ça. Alors, il y a un grand débat sur qui a payé le réseau, parce qu'il a été transféré à Orange, qui l'a payé, avec des actionnaires qui ont payé, dont l'État d'ailleurs, mais je ne vais pas polémiquer avec vous sur ça. Mais vraiment, j'attire votre attention. La solution de faire payer dans les télécoms l'élagage par le consommateur final, l'impact sur la facture, il n'est pas du tout neutre. Certainement. Moi, je... Et ça, je suis d'accord, c'est un objet de la vie quotidienne, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, mais sincèrement, à l'inverse, quand vous regardez ce qui se passe en matière d'incendie dans le sud de la France, etc., l'entretien des terrains, et c'est entrer dans les mœurs, je veux dire, l'élagage, normalement, vous êtes propriétaire d'un arbre, vous empiétez, on ne parle pas de domaine privé, là, on parle du domaine public, votre arbre empiète sur le domaine public, il coupe une ligne téléphonique, aujourd'hui, vous risquez rien du tout. Donc vous faites rien, vous élaguez pas, et vous coupez un village qui est dans le prolongement, et on vient jamais vous chercher. Donc moi, je pense que la solution, elle n'est pas dans le fait de le faire payer les consommateurs parce qu'ils ne vont pas comprendre qu'il y ait une augmentation significative de la facture de ce fait-là. La solution, elle est dans ce qu'on fait avec les associations d'élus, avec les AMRF, avec l'AMF, etc. C'est que collectivement, on élague. Oui, vous avez raison, on ne fait pas assez de contrôle terrain pour aller vérifier les faiblesses du réseau, etc. Ça, je vous rejoins. Mais il faut que tous collectivement, on travaille sur cette question de l'élagage, comme on travaille sur cette question du vol de câbles avec la gendarmerie et la police, parce que ce sont des trucs qui sont inacceptables de nos jours. Qu'on coupe nos concitoyens pour ces deux raisons-là, je trouve ça inadmissible. Nous, on prend notre part, on le fait déjà, mais je ne crois pas à la facture. Pardon. Je vais vous donner un exemple. Même les sépares sur les routes départementales, les agents du département qui nous voient les fils. Donc on a même ça. À force d'avoir les fils trop bas, les fils sont envoyés.
je ne vous dis pas les dégâts de travaux, quand on creuse une tranchée dans une ville, et qu'on arrache les 80 premiers centimètres, il y a les télécoms dans les 80 premiers centimètres, parce qu'on va chercher les réseaux d'eau en dessous. Alors justement, je reviens sur la question de l'élagage. Il y a beaucoup d'associations départementales qui ont passé des conventions, qui ont même organisé en fait des séances de travail avec les élus. Si ça n'est pas le cas dans vos départements, sollicitez votre président départemental ou votre présidente départementale de façon à pouvoir avancer sur ces sujets-là, parce que effectivement, les événements récents ont montré que c'était crucial, même si nous savions déjà auparavant combien la question des lignes aériennes, qui aujourd'hui sont majoritaires, est donc une question qui montre la fragilité de nos réseaux. Je crois qu'on arrive au terme. Une petite dernière pour la fin. Merci, et c'est pas pour parler d'élagage, mais c'est pour revenir aussi sur le sujet. Je comprends ce que dit Madame, et c'est vrai que les réseaux de communication, c'est un enjeu d'intérêt général aussi. Donc effectivement, on est tous touchés. En revanche, c'est pour faire un témoignage aussi, celui d'une démarche qui a été initiée notamment avec l'AGLO, dans laquelle je suis, puisque je suis adjoint au maire de la commune de Séné dans le Morbihan. Et donc, ce que l'on va mettre en place pour le décommissionnement, puisqu'on fait partie du lot 2, c'est de faire un forum, donc avec les 4 acteurs, qui sont effectivement Orange, qui s'occupe de la zone AMI chez nous, les opérateurs commerciaux, nécessairement, les collectivités, dont je serai le représentant à ce moment-là, et puis aussi les citoyens. Donc on invite tout le monde à se réunir et à faire, avec l'ensemble des acteurs, une rencontre qui vise justement à éclaircir cette notion de décommissionnement, et qui visera aussi à éclaircir quelles sont les offres commerciales auxquelles ils pourront souscrire. Bon, après, voilà, chacun au moins aura les éléments, et c'est surtout une façon pour nous, en tant que commune, de se dégager de la responsabilité qui incombe à Orange dans le cadre de ce décommissionnement. Parce qu'il faut bien être clair, c'est le moment où on sera en mesure de rappeler quelles sont les responsabilités de chacun. Et j'ai une autre petite question. Là, pour le coup, c'est une question, c'est pas un témoignage, mais c'est dans le cas. Alors, nous, on est une commune qui est assez particulière, puisqu'on a des zones très denses, des bourgs, des hameaux, et une grande réserve naturelle aussi. Et par rapport à ça, il y a des logements qui sont isolés. Et Orange nous explique qu'ils sont en mesure ils peuvent déroger à l'obligation de venir couvrir certains points de raccordement. Et je voulais savoir dans quelle mesure l'État, mais c'est dommage que le ministre soit parti, dans quelle mesure l'État ou d'autres fonds pourraient venir compenser effectivement un enjeu qui ne correspond pas au modèle économique de Orange. Merci. Ce que vous décrivez là, c'est ce qu'on appelle les difficultés. Propose, pardon. Non, je vous laisse répondre. Et puis un petit mot de conclusion. Après, je céderai la parole aussi à l'ARCEP pour une conclusion. Merci. Ce que vous venez d'écrire, ça s'appelle les difficultés exceptionnelles de construction. Donc c'est ce qu'on connaît dans le cuivre aussi, et avec une définition sous contrôle de l'ARCEP. Je parle sous votre contrôle des cas qui sont pris en compte pour justifier qu'on ne le fasse pas. Donc c'est quand même un petit peu regardé, c'est sous contrôle. Et c'est un vrai débat qu'a évoqué le ministre sans proposer la solution aujourd'hui, mais il y a une réflexion en cours qui est le raccordement complexe en zone privée. Comment effectivement on le règle dans la zone privée, publique, ça s'est annoncé. Il reste la partie zone privée et il faut travailler dessus. C'est clair que si vous avez 8-10 000 euros de travaux à faire ou pour relier le hameau en faisant 800 mètres, on est dans une difficulté exceptionnelle. C'est pas le client qui va pouvoir le payer réellement, même si pour le cuivre, il l'a payé en fait. Tout le monde a oublié. Mais à l'époque du cuivre, à la grande époque, dans les années 70, en fait, il n'y avait pas de financement. C'était les gens qui payaient jusqu'à 2500 francs pour avoir le téléphone. Après, on est passé sur des modèles subventionnés. Mais tout au début, ça marchait bien comme ça. Je ne revendique pas ce modèle-là. Je pense qu'effectivement, qu'il faut une intervention, un fonds. On a fait des propositions, nous, très clairement, je vais provoquer ici, mais qui n'emportent pas l'adhésion des associations d'élus. On verse, en tant que secteur, 1,7 milliard de fiscalité spécifique ad hoc en tant que secteur, en plus de l'IS, en plus de tout ce qu'on verse. On verse ce qu'on appelle l'IFER mobile, l'IFER fixe, etc. Je dis des mots qui provoquent ici. On a proposé aussi que cet argent soit fléché un temps, en partie, vers ces raccordements-là.
Aujourd'hui, alors il y a un débat parce que c'est le financement, ça rentre dans les caisses des collectivités locales pour une partie, les caisses de l'État pour l'autre. Il y a aussi d'autres financements qu'on propose, et là je vais me faire encore plein d'amis. On paye aujourd'hui le financement du cinéma français, ce genre de trucs. Bon, peut-être que l'objet d'utilité, l'objet de la vie quotidienne qu'est les télécoms, c'est très bien le cinéma, mais il y a des plateformes, Netflix, autres, qui pourraient peut-être plus payer, puis nous beaucoup moins. Et en tout cas, ce qu'on paierait, on pourrait le reverser dans le secteur. Voilà, on fait des propositions, on avance très très clairement sur ça. Juste un dernier mot sur le... Nous, on croit fortement que les maisons de service, et je rejoins ce que vous disiez sur les usages, on croit très fortement que les maisons de service ont un rôle à jouer dans le cadre de la fermeture du cuivre. C'est non seulement d'expliquer comment on utilise Internet, mais aussi ce que n'est pas la fermeture du cuivre. Je pense qu'on peut les embarquer dans ce travail qu'elles font avec les maires, avec nos concitoyens, pour expliquer que non, il ne faut pas payer... moi, j'ai des craintes pires que les vôtres. Il ne faut pas payer 2 000 € pour fermer le cuivre. Il ne faut pas... Vous voyez ce qui s'est un peu passé pour la TNT. Espèce de personnes qui venaient dire « donnez-moi un bec chiche, donnez-moi de l'argent, donnez-moi... » Je pense qu'il faut communiquer très vite et que les maisons de service peuvent jouer ce rôle de « bah oui, c'est très simple, passez à la fibre, c'est un petit boîtier, vous branchez votre téléphone, voilà, et tout se passe bien. » C'est ce genre de message qu'il faut passer au-delà des campagnes nationales qui, je suis d'accord, sont indispensables. Mais justement, l'initiative de collectivités qui organisent donc vers les citoyens, avec l'ensemble des partenaires autour de la table, des séances de communication, ces initiatives, elles sont à retenir, à développer. Sans doute, même si nous savons qu'elles ne seront pas organisées partout, et donc il faut effectivement combler les trous dans la raquette avec des initiatives, soit de l'État, par exemple au niveau des maisons France Service, soit éventuellement des opérateurs eux-mêmes. Et d'ailleurs, ils savent bien le faire aujourd'hui, notamment pour annoncer le fibrage de telle ou telle commune afin d'assurer la promotion de leurs travaux. Voilà. Peut-être, Monsieur Hub, un petit mot de conclusion aussi. Merci à vous. Bon, le chantier de la fermeture du cuivre, il va durer un moment, et on voit bien qu'il va falloir quand même faire preuve d'un peu de pragmatisme pour que ça fonctionne de chaque côté. J'ai beaucoup insisté sur l'impérieuse nécessité d'avoir la fibre optique avant de pouvoir fermer le cuivre. On a quand même trouvé dans notre cadre, qui va être finalisé d'ailleurs en décembre, des modalités qu'on essaye de trouver, enfin qu'on juge équilibrées pour qu'il y ait un certain nombre de cas particuliers qui n'empêchent pas, in fine, Orange de fermer son réseau de cuivre, parce que de toute façon, ce mouvement, il est lancé, il est logique, on ne va pas y revenir. Donc il faudra trouver... mais ce qui nous a importé dans notre décision, c'est de toujours trouver une solution pour ne laisser personne de côté, y compris, dans certains cas exceptionnels, des solutions alternatives qui doivent être très limitées, parfois temporaires, donc sur des recours à des technologies radio. Nous, on est à votre disposition. C'est-à-dire que si ce sujet vous intéresse et que vous n'avez pas pu répondre, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, vous n'hésitez pas, vous nous contactez. Je pense que chez Orange, c'est à peu près le même état d'esprit, chez les autres opérateurs également. Et donc on est là pour vous accompagner. Si d'aventure l'AMF me réinvite l'année prochaine pour à nouveau discuter de ce chantier, je serai volontiers avec vous. On voit qu'il y a des choses qui vont aussi arriver dans les prochains mois qui sont importantes. On a parlé de qualité tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup de travail engagé sur la qualité, et il y a des choses qui sont attendues en termes d'analyse des effets de certain nombre d'engagements qui ont été pris par la filière. On a parlé tout à l'heure avec Monsieur le ministre de nouvel accord avec Orange. Nous, on doit donner un avis sur cet accord d'ici la fin de l'année. Donc il y a des échéances qui arrivent, et il y aura toujours matière, je pense, dans un an, à refaire le point sur ce beau dossier de la fermeture du cuivre. Je terminerai juste en disant, sur une note positive, la fermeture du cuivre, ça veut dire qu'il y a un succès. C'est celui quand même dans ce pays du déploiement de la fibre optique, et ça, c'est un succès collectif. Merci à vous, merci à Orange, merci à l'ARCEP. Bonne continuation à l'ensemble des congressistes. Rendez-vous à 14h pour notre séance plénière, et bon appétit.